Bonjour, bienvenue à cette 13e capsule d'écologie intégrale de la saison 2021-2022. Maintenant que la COP26 s'est terminée le 12 novembre dernier, c'est le temps d'en faire un certain bilan. Mais avant cela, on va aller rencontrer le prophète Jérémie qui pleure sur Jérusalem. Jérémie vit à l'époque qui chevauche là, un peu avant l'exil à Babylone et le début de l'exil à Babylone. Et là, avant que l'exil ait lieu, il voit très bien ce qui s'en vient. Il voit que si ça continue comme ça, Babylone va envahir son pays, le pays de Juda. Il avertit tout le monde, mais personne l'écoute. Et voici ce qu'il dit. Le destructeur des nations s'est mis en marche. Il est sorti de sa demeure pour transformer ton pays en solitude. Ça ressemble un peu au vécu des prophètes que sont aujourd'hui les scientifiques, les gens qui militent en écologie et qui s'époumonnent à dire qu'on s'en va vers une catastrophe, mais qui sont pas beaucoup écoutés parce qu'il y a d'autres enjeux, semble-t-il, plus importants, comme de continuer à faire du fric, comme d'habitude. Alors, le 12 novembre, en fait, ça s'est terminé avec un petit peu de retard le lendemain. Le député britannique qui présidait la COP26, Alok Sharma, était vraiment triste. On l'a vu à l'écran verser une larme quand il a annoncé l'adoption du pacte de Glasgow, parce qu'il y a eu un amendement de dernière minute qui a amoindri un engagement. On va en parler tantôt. Donc, vraiment, des négociations difficiles, des déceptions, certains points positifs quand même. On a noté qu'il y avait, pour certains, quand même, une volonté de plus en plus affirmée d'agir pour éviter la catastrophe, mais les actions qui sont mises en œuvre, les engagements, sont pas suffisants pour éviter cette catastrophe-là. Voici les commentaires d'Émile Boisseau-Bouvier, qui est analyste des politiques climatiques d'Équiterre, au sujet de la présence des industries fossiles à Glasgow pour le sommet sur les changements climatiques. C'est pas normal, trouve-t-il, et je suis bien d'accord avec lui, qu'il y ait 500 représentants des industries d'énergie fossile qui soient là en train de discuter de comment on va régler le problème climatique. Alors, elles sont au cœur du problème. C'est avant tout les énergies fossiles qui sont responsables de 80% de l'accumulation historique de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et en plus de ces compagnies-là, il y a bien sûr aussi les pays qui sont producteurs de pétrole qui continuent à pousser pour qu'on continue l'exploitation des énergies fossiles. Alors, il note deux choses décevantes à Glasgow. Le fait qu'au lieu de s'entendre pour éliminer les subventions pour les énergies fossiles, il y a eu une version édulcorée qui précise que ce sont les subventions inutiles. Qu'est-ce que c'est des subventions inutiles? Et là, ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations et ça va être un moyen pour les compagnies pétrolières et autres de dire que les subventions qu'elles demandent sont pour quelque chose de très, très, très utile. Donc, ça va continuer à leur profiter. Il y a une seconde raison d'être déçu par rapport aux engagements du pacte de Glasgow sur la question des énergies fossiles. À la dernière minute, l'Inde et la Chine, deux énormes pays, ont obtenu, au lieu qu'il y ait une entente pour poursuivre les efforts pour éliminer le charbon, ce serait plutôt des efforts pour réduire le recours au charbon. Donc, ça fait qu'on va continuer plus longtemps à miser sur le charbon dans ces pays-là. Déménageons maintenant au Québec pour dire, bon, ben, si la question des énergies fossiles est si importante, qu'est-ce qu'on fait au Québec du côté des GES? On sait que la plus grande partie de nos GES sont causés par le transport, donc sont liés à notre utilisation des énergies fossiles. Est-ce qu'on a des ambitions qui sont à la hauteur de la crise? Eh bien non. Le GIEC nous dit qu'il faudrait avoir coupé de moitié les émissions d'ici 2030, et nous, on se contente d'un 37,5%. Et le 50%, il faut bien comprendre que c'est une moyenne par rapport à l'ensemble de la planète.
Sauf que les pays riches, dont nous sommes, on a contribué bien plus que la moyenne des gens sur la Terre aux énergies fossiles. Donc, il faudrait, dans le fond, pour faire notre juste part, diminuer nos émissions de beaucoup plus que ça. Néanmoins, concernant la question du Québec, Équiterre trouve que c'est une bonne chose quand même que le Québec ait adhéré au BOGA, c'est-à-dire la Beyond Oil and Gas Alliance. Donc, c'est cette association de pays qui disent qu'ils veulent mettre fin à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures sur son territoire. On avait déjà parlé. Une autre énorme source de déception, c'est concernant la justice climatique. Les pays n'ont pas réussi à s'entendre, enfin, les pays riches, pour verser 100 milliards de dollars par année aux pays pauvres pour qu'ils puissent faire face au changement climatique et s'y adapter, s'y préparer. Là, vous avez une photo des Maldives, qui est en Asie du Sud, dans l'océan Indien. On peut facilement voir là, que c'est un paradis, plage de sable, lagunes, des eaux turquoises, récifs de coraux, tout ce que vous voulez. On s'imagine être là pour des vacances. Mais ce pays-là est très inquiet des changements climatiques. Le territoire devrait, si on poursuit sur la même trajectoire, c'est 80% des Maldives qui vont disparaître sous l'eau d'ici 2050. Il y a beaucoup d'autres pays insulaires, souvent des pays pauvres du Sud, qui sont complètement démunis face à ce qui s'en vient et qui risquent carrément de disparaître. Sur la question du soutien des pays pauvres, il y a aussi la question des préjudices climatiques. Ce sont les pays riches qui ont produit les émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils en ont profité pour s'industrialiser, développer un haut niveau de consommation, un haut niveau de vie. Et qui paye la facture les premiers et de manière plus importante, ce sont les pays pauvres. Donc, ils subissent de graves inconvénients, des préjudices climatiques, et il y aurait espéré qu'on les entende et qu'on compense, qu'on vienne payer pour réparer les dommages qu'on a causés dans les pays du Sud. Mais ça s'est pas fait à Glasgow. On s'est juste entendu pour continuer un dialogue. Mais quand la situation est urgente et que ça va mal, juste s'entendre pour continuer à jaser, ça peut faire un peu du blablabla, comme dit Greta Thunberg. Il y a un point positif tout de même du côté de la déclaration de Glasgow qui invite les pays à réviser leurs objectifs de réduction d'émissions d'ici la fin de 2022. En théorie, les pays, selon l'accord de Paris et tous ces accords-là, doivent réviser leurs cibles à tous les 5 ans. Donc, ça irait juste en 2025. Normalement, la COP aurait dû être en 2020, donc l'échéance prévue 2025. Mais les années qui viennent sont absolument cruciales. Alors, c'est une bonne chose si les pays peuvent changer leur cible, augmenter leur cible dès l'année prochaine. Chantal Srivastava, qui est une journaliste à l'émission Les Années-Lumière, une émission scientifique à la radio de Radio-Canada, disait quand même, elle est allée à la COP26, puis elle disait il n'y a pas juste ces négociations-là entre les grands pays et toutes sortes d'organismes officiels. Il y a aussi à la COP, ou à toutes les COP, un grand rassemblement pour toutes sortes de gens. Donc, c'est un lieu aussi de partenariat, de partage d'idées, d'échanges sur des solutions climatiques. Ça a été peut-être un peu moins le cas cette année parce que beaucoup de gens des pays pauvres n'ont pas pu se rendre à cause de toute la situation sanitaire et de la COVID-19. Mais c'est quand même un point positif qu'il puisse y avoir que ce soit un lieu d'échange. Je termine en donnant la parole à différentes personnes qui commentent la COP26. Tout d'abord, Kumi Naidoo, qui est un militant sud-africain des droits de l'homme, qui est bien sûr déçu des résultats de la COP, mais qui dit qu'il ne faut pas lâcher. Ceux qui font pression pour obtenir le pire résultat à la COP26 veulent que vous vous sentiez désespéré.
Là, il s'adresse à tous ceux qui travaillent dans la bonne direction. Ils veulent que vous ayez l'impression que nos efforts ne comptent pas. Et le message que nous devons retenir de cette COP est que c'est un moment d'intensification de la résistance à l'industrie des combustibles fossiles. C'est pas le temps de lâcher. Il y a aussi des gens du Canada qui sont allés à la COP 26, dont des gens qui appartiennent à différentes églises. Donc, que disent-ils? Il y a Carrie Moonven qui est membre de Citoyens pour la justice publique. Elle dit « Heureusement, le sort du climat ne repose pas uniquement entre les mains des leaders mondiaux. Il y a de l'espoir et du pouvoir à se rassembler pour résister, plaider et agir pour le changement. » On y reviendra prochainement dans une autre capsule sur la question du rôle de la société civile et de l'opinion publique. On pense qu'on n'y peut pas grand-chose, mais c'est pas si sûr que ça. Et enfin, un autre commentaire de quelqu'un qui réfléchit au rôle des chrétiens. Et cet homme-là dit, il reste maintenant à accomplir le travail le plus difficile, en tout cas peut-être pour lui, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de tâches difficiles par rapport au changement climatique, amener l'Église à considérer le changement climatique et la sauvegarde de la création comme une question évangélique centrale ou fondamentale et faire notre part. Ça nous concerne directement, nous qui sommes chrétiens. Est-ce qu'on voit ça comme une question carrément évangélique, une question carrément spirituelle qui vient nous interpeller jusqu'au plus profond de notre foi? Je vous laisse réfléchir à la question.